Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère sur Sud Radio. Avec nous Yves Lignon pour parler paranormal, bien sûr, comme à chaque fois. Yves, bonjour. Bonjour Frédéric. On va s'intéresser aujourd'hui à cette histoire étonnante, celle de Monique et de la réconciliation de l'outre-tombe, c'est comme ça que vous l'avez appelée. Oui. C'est une belle histoire. C'est une des plus belles histoires, un des plus beaux témoignages recueillis par le laboratoire de parapsychologie de Toulouse. Et je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui nous envoient des témoignages. D'abord, j'en reçois à l'université, mais enfin, maintenant nous sommes à l'époque d'Internet et le fait de faire la radio... ça provoque plutôt une augmentation du flux. Savez-vous que depuis le mois de janvier, Frédéric, j'ai enregistré 262 témoignages. C'est fou ça. Qui nous ont été envoyés par nos auditeurs. Merci beaucoup. On essaie oui, uniquement par les auditeurs, sans compter ce qui m'arrive par ailleurs à l'université. Donc 262 témoignages, il y a de quoi faire, peut-être qui sait faire un jour de la radio. Mais en tout cas, on va remercier ceux qui nous marquent ainsi leur confiance. Alors, cette histoire-là, oui, elle est très belle, elle est très émouvante, et elle commence il y a presque 70 ans, vers 1950. Nous avons une famille qui vit à Nantes, et qui est une famille dont le père est très, très autoritaire. Ça se faisait beaucoup dans ces temps-là. Le père est très, très autoritaire, et il y a deux filles, Anne-Marie, qui va vers ses 18 ans, et Monique, qui est beaucoup plus jeune, qui a tout juste la dizaine d'années. Or, les années 1950, ce sont aussi les années d'après-guerre. Si c'est encore l'époque où le père est chef de famille dans tout le sens du terme, c'est aussi l'époque d'une certaine libération. C'est l'époque de Saint-Germain-des-Prés. C'est l'époque du jazz dans les caves. C'est l'époque où les soldats américains, il y en a encore en France, distribuent des cigarettes d'une marque qu'évidemment nous ne citerons pas. Bon. Et donc l'aînée des deux jeunes filles, Anne-Marie, elle vit avec son temps. Ça provoque un clash avec son père, et puis un beau jour, Anne-Marie prend la porte. Elle prend la porte le jour de ses 21 ans. Bon anniversaire. Oui, c'était l'âge de la majorité à l'époque. La majorité à l'époque, oui, bien sûr. On attendait d'avoir 21 ans pour pouvoir voter. Et donc, Anne-Marie s'en va et elle claque vraiment la porte. Sa famille ne la reverra plus. Jamais. Jamais. Monique reste seule avec ses parents et évidemment, cette famille se referme sur elle-même. Monique grandit. Ses parents vieillissent, mais évidemment, il y a toujours une absence qui pèse sur la famille. Monique fait sa vie, elle restera célibataire, mais elle fait sa vie, elle a un métier qu'elle préfère que je ne cite pas. Disons que c'est un métier qui lui valait des revenus importants. Elle était bien professionnellement. Donc, et puis il va approcher l'âge de la retraite, les parents vieillissent, et toujours, il y a cette espèce de vide. Anne-Marie, qui est partie il y a 5 ans maintenant, puis il y a 10 ans, puis il y a 15 ans. Anne-Marie, dont on n'a plus de nouvelles. Et, comme cela, peu à peu, les années passent, les parents vieillissent, ils s'usent, et forcément, à un moment donné, ils vont mourir, mais près d'eux, il n'y aura toujours qu'une de leurs filles, Monique. On va retrouver la suite de cette histoire dans un instant, voir ce qui se passe au moment du décès de l'un ou l'autre des parents. A tout de suite sur Sud Radio, Yves. Sud Radio, les clés du mystère.
Sur Sud Radio, aujourd'hui, nous évoquons l'histoire très belle que vous avez reçue sous forme de témoignage parmi nos auditeurs. Nous sommes en Loire-Atlantique il y a quelques années. Nous sommes dans une famille, on va dire, qui gagne à peu près bien sa vie, globalement. Et puis, à l'âge de ses 21 ans, Anne-Marie, l'une des filles de la famille, décide de partir, de quitter, un peu contrainte et forcée, évidemment, parce que son père n'est pas d'accord avec la vie qu'elle mène. Et donc, son autre sœur reste seule et arrive les années 90, la période où les décès surviennent. Voilà, les parents de Monique et d'Anne-Marie vont mourir. Alors, il faut voir ce qu'était cette famille, à quel point l'absence pesait. Monique et sa mère parlaient quelquefois d'Anne-Marie, la fille qui était partie. Le père n'en parlait jamais. Oui, parce que c'est à cause de lui qu'elle était partie. Oui, donc il y avait elle était partie en se révoltant. Le père n'en parlait jamais. Et puis, en 1994... la maman meurt. Le père reste seul avec Monique, qui s'occupe de lui, qui elle-même, comme les années passent, est proche de la retraite. Et petit à petit, le papa commence à évoquer Anne-Marie. Pour la première fois depuis tant d'années, il commence à dire à Monique, « Et ta sœur ? Et si on retrouvait ta sœur ?» Parce qu'on n'a pas eu la moindre nouvelle. Oui, aucune lettre, aucun coup de fil, rien. Disparue, comme si elle s'était envolée dans l'espace. Et eux-mêmes n'ont jamais cherché vraiment à avoir de ces nouvelles. Non, le père l'interdisait. Oui. Le père l'interdisait. Il n'était pas question de rechercher la fille qui avait osé partir. Et là, brusquement, alors que il vieillit, comme Monique m'a raconté, dit « Je voyais mon père s'éteindre peu à peu, jour après jour. » À un moment donné, il dit à Monique « Il faudra rechercher ta sœur. » Et il ajoute « Quand je serai mort. Pas maintenant. » Alors Monique de suite « Mais tu ne veux pas que j'essaie de la retrouver, que tu la revoies un peu une dernière fois. » Non, tu la rechercheras quand je serai mort. Et là, il ajoute, et sur le moment, Monique a été tellement choquée qu'elle l'a raconté aux autres membres de la famille. Il y avait des cousins éloignés. Et elle a été tellement choquée par l'attitude de son père que ce qu'il lui a dit, elle l'a répété. Son père lui a dit, de toute façon, quand je serai mort, je t'aiderai à retrouver ta sœur. Il lui a dit texto, ça ? Il lui a dit texto. J'ai vu les lettres envoyées par Monique à des cousins pour dire « Papa m'a dit ça », tellement elle était choquée. Elle l'a pris comme un choc psychologique, elle n'a pas compris. Et c'est toujours comme ça, Frédéric, quand on se trouve face à un phénomène paranormal. Quand on le vit, on sent que c'est vrai. Mais il aurait pu dire ça comme on peut dire une fois que je serai pas là, je serai quand même pas très loin et je t'aiderai. C'est presque une boutade, on peut dire ça sous forme de boutade. Monique a très bien compris qu'il ne fallait pas le prendre dans ce sens. Elle a vraiment compris que c'était physique, si j'ose dire. Je t'aiderai, ça ne veut pas dire, tu te souviens quand tu étais au catéchisme, on racontait que les morts au paradis intercédaient. Ça ne voulait pas dire du haut du ciel, je veillerai sur toi, ma fille, pour que tu retrouves ta sœur. Ça voulait dire, je serai là après ma mort. Vraiment. Et donc, vous imaginez, sitôt le papa enterré, Monique a commencé les recherches. Et ça n'a absolument rien donné. Elle a commencé par écrire à l'état civil à Nantes. Là, oui, c'est logique, c'est ce qu'on aurait fait. Mais tous, à l'état civil à Nantes, on lui a répondu, mais chère mademoiselle, eh bien, votre sœur est bien née ici tel jour à telle date, et que voulez-vous que nous vous disions de plus ? Et oui, elle ne sait, si à la rigueur elle s'était mariée dans sa ville de naissance, il y aurait une trace, mais là, rien. Et donc voilà que Monique, qui maintenant est une dame d'un certain âge, qui vient de prendre sa retraite, se lance dans une espèce de quête obsessionnelle.
il lui faut retrouver sa sœur. Quand j'ai rencontré Monique, elle m'a dit je pense qu'à mon âge, beaucoup de personnes auraient baissé les bras, auraient dit au revoir, ma sœur, elle est portée disparue, point, c'est tout. Mais pour moi, au contraire, m'a dit Monique, c'est devenu une obsession. C'est devenu une obsession à cause des derniers mots de mon père. Et Monique, chaque fois que... je l'ai rencontrée plusieurs fois pour étudier son témoignage, chaque fois revenait sur ces deux choses. Les derniers mots de mon père, me disait Monique, c'est en deux parties bien distinctes. La première partie, il faut retrouver ta sœur. Et c'était la première fois que son père parlait d'Anne-Marie depuis son départ. Première partie, il faut retrouver ta sœur. Deuxième partie, après ma mort, je t'aiderai. Et donc, Monique se met en quête, mais vous le voyez, infructueusement. Alors, après sa démarche qui ne donne rien auprès de la mairie de Nantes, elle a une idée qu'ont eu à l'époque d'ailleurs d'autres personnes qui recherchaient des gens. C'est d'utiliser ce qu'on appelle le Minitel. Ah, le bon vieux Minitel, avant Internet. Nous allons en parler. A tout de suite Yves Lignon sur Sud Radio pour la suite de cette histoire passionnante. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère sur Sud Radio. Avec vous, Yves Lignon, aujourd'hui, on raconte cette histoire, cette belle histoire de Monique qui a commencé dans les années 50, au moment où sa sœur Anne-Marie a quitté le domicile familial parce qu'elle ne s'entendait pas avec le père de famille. Et puis, elle n'a plus donné signe de vie. Cette jeune femme, elle s'appelle Anne-Marie, et sa sœur Monique est donc restée seule avec ses parents. Les parents décèdent, nous sommes dans les années 90, et au moment où le papa décède, il lui fait une promesse. Il faut retrouver ta sœur, dont il n'avait jamais plus parlé jusqu'alors, et je t'aiderai une fois que je serai mort à la retrouver. Et donc ça évidemment, ça choque Monique qui se met en quête de retrouver sa sœur Anne-Marie. Oui, en profitant du fait que Monique, elle aussi a vieilli, elle vient de prendre sa retraite, elle a du temps libre. Et donc, elle va essayer de se servir du Minitel. Alors, c'est quoi le Minitel pour les plus jeunes d'entre nous? C'est quoi le Minitel? Tenez, Frédéric, puisque nous parlons des jeunes, un petit clin d'œil pour notre plus jeune auditrice, Mathilde, qui a 7 ans et dont le papa m'a écrit. Ah, bisous Mathilde. Allez, bisous à Mathilde. Bon, donc le Minitel, c'est l'ancêtre d'Internet. Hein. C'est un appareil avec un écran et un clavier sur lequel, en l'allumant, on trouvait des informations, on trouvait la forme préhistorique des sites Internet. Voilà, il fallait faire 3615, 3614. Voilà. Et il y avait notamment un annuaire téléphonique. Mais cet annuaire téléphonique n'était pas gratuit. Vous allez voir que ça a une importance. Les 3 premières minutes, c'était gratuit. Puis à partir de la 4e minute, ça coûtait très très cher. Et donc, ce que faisaient les gens quand ils se servaient du Minitel, c'est qu'ils essayaient de l'éteindre au bout de 3 minutes. Oui, je me souviens de ça. Quitte à le rallumer. Et donc, c'est ce que fait Monique à longueur de journée. Ah oui, c'est fatigant ça. Elle est là, ben oui, vous imaginez, elle est là devant le Minitel dès qu'elle a pris son petit déjeuner, elle allume 3 minutes, alors elle commence par le département de l'Ain, parce qu'elle va passer toute la France. Ah oui, c'est ça, elle fait tous les départements. Elle fait la centaine de départements. Elle envisage même les départements d'outre-mer. Elle n'a aucune information sur ce qu'est devenu sa sœur. Ah oui. C'est là où on se rend compte que les moteurs de recherche aujourd'hui sont quand même très pratiques, parce qu'il suffit de mettre des mots-clés et on a ce qu'on veut. Oui, en plus, au bout de 15 jours, elle se dit, mais au fait, si ma sœur s'est mariée, de toute façon, je ne vais pas la retrouver sous son nom de jeune fille. Ah oui. Donc ça devient obsessionnel et elle a une forme de déprime. Elle dort de plus en plus mal parce qu'elle se couche de plus en plus tard. Et toujours sur le Minitel toute la journée, comme ça. Alors des amis viennent la voir, disent mais il faut sortir, viens au cinéma. Alors elle accepte d'aller au cinéma, elle accepte, me dit-elle, d'aller prendre un thé avec d'anciennes collègues de travail, mais elle est toujours avec dans sa tête, il faut revenir, il faut rallumer le Minitel, il faut chercher ta sœur, ton père te l'a demandé.
Il aurait fallu qu'elle ait perdu de vue à la télévision. Il y avait des émissions oui, à l'époque. Oui. Mais bon, il y avait beaucoup de demandes et peu d'élus pour cette émission. C'est sûr. Bon, et alors finalement, un soir, il est plus de minuit, elle se couche, et là, elle n'en peut plus. Ça tourne dans sa tête. Rechercher cette sœur, cette espèce de machine qui fonctionne toute la journée. 3 minutes, j'allume, j'éteins, je recommence. 3 minutes, j'éteins. Et puis, le souvenir de son père qui lui avait dit « mais je t'aiderai ». Et cette phrase, n'oubliez pas, Monique m'a toujours raconté qu'elle l'avait prise à la lettre. Je t'aiderai, je te donnerai un coup de main. Et alors qu'elle est dans son lit, elle essaie de lire un peu quelques pages avant de s'endormir. Elle entend 3 coups. Très nets, bien isolés les uns des autres. Un peu comme quelqu'un qui frappe à une porte en prenant son temps pour être certain d'attirer l'attention. Donc c'était un bruit non pas totalement sourd comme ça peut être dans un mur, mais c'était le toc-toc, vous voyez, mais le toc posé de quelqu'un qui frappe à une porte. Donne un coup. Voilà. Puis attend un peu, pas de réaction, donne un second coup, à peine un peu plus fort. Toujours pas de réaction, 3e coup sur la porte, bien détaché. Et alors, Monique regarde autour d'elle, elle est au lit, et là, près d'un guéridon qui est dans sa chambre, elle voit une silhouette qu'elle reconnaît. Et avec le recul, elle dira je me suis tournée vers ce guéridon parce que j'avais l'impression que les coups venaient de là. Et donc, bien sûr, on pense au souvenir du spiritisme. Mais elle reconnaît cette silhouette. Bien sûr, c'est celle de son père. Et à quoi la reconnaît-elle ? Parce que cette silhouette est un peu floue, mais ce qu'elle identifie, pardonnez-moi Frédéric d'avoir fait durer le suspense jusque-là, c'est la casquette de marin que portait son père et avec laquelle il a voulu être enterré. Son père était officier dans la marine marchande. Ce qui explique peut-être un peu sa conception du monde et son tempérament autoritaire. Ouais. Et là, comme me dira Monique, j'ai vu la silhouette, mais j'ai pas eu le temps de m'inquiéter. J'ai pas eu le temps de me dire, comme l'auraient peut-être fait certaines personnes, est-ce qu'il y a un cambrioleur qui a réussi à rentrer ? C'était papa. Elle en était persuadée. C'était papa. Il n'y avait aucun doute. C'était papa. Et une petite encre dorée luisait sur cette casquette que je lui avais vue si souvent posée et que j'avais mise sous son bras juste avant de refermer le cercueil. Mais la silhouette reste immobile. Elle ne bouge pas. Elle ne dit rien. Et Monique, tout est très bref, a à peine le temps de se rendre compte de ce qui se passe. Parce que pouf, plus rien. Plus de fantômes, si j'ose dire. Elle allume. Elle va vraiment, vous voyez, tout bien raconter en détail. Elle allume en grand le plafonnier. Elle lisait à la lueur de sa lampe de chevet. La chambre est dans son état le plus normal. Seulement, dans la vie de cette dame qui commence à vieillir, quelque chose a totalement changé. Elle est désormais persuadée que son père a tenu parole. On va voir qu'il va revenir probablement à plusieurs reprises. Ça sera dans quelques minutes sur Sud Radio. 11h, midi, les clés du mystère sur Sud Radio. Frédéric Jarreau, Yves Lignon sur Sud Radio, aujourd'hui pour évoquer cette belle histoire, celle de Monique qui donc se met en quête de sa sœur disparue au sens physique du terme. Elle avait quitté le domicile familial à l'âge de 21 ans, Monique maintenant à la soixantaine, probablement que sa sœur a à peu près le même âge. Et donc au moment du décès du père de famille, elle s'était entendue dire que ce même père qui disparaissait à l'instant même sous ses yeux allait, une fois mort, l'aider à retrouver sa sœur disparue. Et donc Monique, un soir, c'est ce que vous nous racontiez, Yves Lignon, est témoin de l'apparition d'un fantôme et elle reconnaît évidemment son père. Nous sommes là dans les années 90. Oui, elle le reconnaît. Nous sommes au cours de l'été 1996. Vous allez voir que tout se conclura le 12 octobre de cette année-là.
Et donc, elle reconnaît son père. Reconnaît n'est pas le mot, parce que quand je vous croise, Frédéric, dans les couloirs de la radio, je vous reconnais. Oui, parce qu'on s'est déjà vu. Voilà. Si je vous vois de loin, je vais plutôt vous identifier. Exactement. Or, ce qui s'est passé de loin, je vous reconnais. Je dis, tiens, c'est Frédéric, là. Il a grossi. Avec son allure, oui, bon. Donc, je vais vous identifier. Or là, Monique, et c'est pour ça aussi que ce témoignage, au-delà de ce qu'il a d'émouvant, a une grande valeur scientifique. C'est parce que Monique a parlé. M'a parlé, elle a répondu à toutes mes questions. Moi, je suis énervant quand je pose des questions sur un témoin. Vous savez, je vais chercher la petite bête. Je lui demande quelle était la couleur de la 3e fourmi là qui était dans son jardin l'autre jour. Hein. C'est votre côté mathématicien qui ressort. C'est mon côté mathématicien. Que voulez-vous ? Très bien. À chacun ses qualités. Oui, c'est une qualité. Vous avez raison. Bon. Et donc, mais c'est difficile. Et les gens quelquefois peuvent me trouver embêtant. Parce que eux, ils sont sûrs de ce qu'ils me disent. Et moi, avec ma manie de chercher à en savoir plus, je suis quelquefois un peu énervant, je le reconnais. Monique, ça ne l'a pas bloqué. Elle a été d'une grande disponibilité lors de nos rencontres. Et alors, je lui ai dit, mais vous avez vu votre père ce soir-là ? Elle m'a dit non, et elle y est revenue sans arrêt. Je l'ai reconnu. Oui, c'est ça. J'ai compris que c'était mon père. Ouais. Je n'aurais pas pu, a-t-elle ajouté, vous parler de la couleur des vêtements, parce que c'était vraiment une forme. Mais je l'ai reconnu. Il était de petite taille. Bien qu'officier de marine, il était menu et frêle. C'est comme je l'avais toujours vu. C'était lui. Ouais. Tout comme, encore une fois, vous preniez une très bonne comparaison tout à l'heure, Frédéric, quand vous disiez, si je vous vois de loin sur le parking, je vous reconnaîtrai à votre silhouette. Ouais, c'est ça. Oui. Mais je vais me faire un peu l'avocat du diable parmi ceux qui peut-être nous écoutent aujourd'hui. À force de vouloir que quelqu'un vous aide, peut-être qu'on finit par le voir alors que finalement il n'est pas en face de soi. Ah oui, d'accord. Mais vous ne connaissez pas encore les épisodes suivants. Ah, c'est pour ça. Toujours est-il que pour le moment, c'est un choc psychologique dans le bon sens pour Monique. C'est vrai que, comme vous le disiez à l'instant, Frédéric, on peut mettre tout ça sur le compte de la psychologie et pas de la parapsychologie. Elle croit que son père va venir l'aider après la mort. À force d'y croire, elle finit par le voir apparaître. Mais en tout cas, ça provoque chez Monique un choc. C'est fini la déprime. C'est fini le Minitel. Elle va mener ses recherches autrement, beaucoup plus méthodiquement. Elle va passer par la police et par la gendarmerie. Elle connaissait les études effectuées par sa sœur, donc ses projets de carrière. Elle va méthodiquement questionner les administrations et les entreprises. Avez-vous employé une jeune femme dont le nom de jeune fille, parce que cette jeune femme s'est peut-être mariée, était. Alors, c'est beau, ça prend beaucoup plus de temps, mais c'est beaucoup plus serein, parce qu'au lieu d'être là toute la journée à pianoter, elle fait des lettres, elle fait des listes. Ouais, c'est elle qui vraiment prend les choses en main. Elle n'a pas consulté le service de la police de recherche de l'intérêt des personnes disparues. Elle commence par s'adresser à ces services-là, où on ne lui dit rien d'ailleurs. Mais ce qui est significatif de son comportement, c'est qu'elle n'y avait pas pensé précédemment. Ouais. Elle demande très très méthodiquement, elle fait toutes les préfectures, elle demande y compris les décès accidentels, elle fait les grands hôpitaux dans toute la France. Alors évidemment c'est un travail énorme, parce que tout ça, ça se fait par courrier, et à l'époque pas électronique. Mais non. Mais Monique me l'a dit, je me sentais mieux dans ma peau. Parce que je n'avais pas l'impression d'avancer n'importe comment, de pianoter sur un Minitel, de faire n'importe quoi. Là, véritablement, je cherchais. Et elle est d'autant plus encouragée que de temps en temps, les 3 coups, l'apparition. Toujours à la même heure. Tous les soirs, non, pas tous les soirs. Pas tous les soirs, de temps en temps. 7 ou 8 fois dans une période de 12 mois. Seulement 12 mois de recherche comme ça reste quand même 12 mois de recherche infructueuse.
Et donc, si nous en restions là, Frédéric, on pourrait dire, comme vous le proposiez tout à l'heure, que tout ça, ça se passe dans la tête, que Monique a mal interprété les dernières paroles de son père sur son lit de mort, qu'elle se fait des idées et qu'elle croit aux fantômes. Sauf qu'un soir va se produire un événement qui, à lui seul, emporte la décision en faveur de la parapsychologie. Et vous allez nous raconter cet épisode sur Sud Radio dans quelques instants. Sud Radio, les clés du mystère. Et sur Sud Radio, on retrouve Monique qui est toujours à la recherche de sa sœur disparue depuis plusieurs années. Et effectivement, donc le père de famille apparaît sous ses yeux à plusieurs reprises, le fantôme du père, en tout cas ce qu'on peut considérer comme étant le fantôme du père. Ce que Monique prend pour le fantôme de son père, étant donné bien sûr qu'elle est seule chez elle. N'oublions pas, c'est une femme qui approche tout doucement de ce qu'on appelle le 3e âge et qui vit seule, qui n'a jamais été mariée. Jusqu'à présent, le fantôme ne lui a pas été d'une grande aide. Non, effectivement. Simplement, il l'a boosté. Oui. Elle est passée de la recherche sauvage, du tâtonnement, à une recherche méthodique. Et la preuve de ce changement, c'est que Monique a aussi un peu réaménagé son appartement. Le fameux guéridon qui est dans sa chambre est dans le salon. Et maintenant, le soir, elle classe tranquillement tous ses papiers, toute la correspondance pour le moment inutile, qu'elle entretient avec des administrations. Et de temps en temps, elle en les 3 coups, et puis le fantôme qui apparaît, qui reste immobile quelques minutes. Mais un soir, malgré tout, Monique a un moment de découragement. Nous sommes le 12 octobre 1996. Elle a donc pris, je me répète un peu, cette habitude de classer toute sa correspondance le soir. Pour cela, elle a amené le guéridon, puisque bien entendu, ce qu'elle attend, c'est les 3 toc-toc et l'apparition, qui se produit de manière vraiment tout à fait intermittente. Et justement là, ce soir-là, 12 octobre, pour la première fois depuis des semaines, de nouveau, ce que nous pouvons appeler le fantôme de son père est là. Les 3 coups rituels et la silhouette. Et pour la première fois, le fantôme parle. C'est une phrase, une seule. Mais Monique n'avait pas de doute jusque-là. Si j'ose dire, elle en a encore moins. Parce que autant les fois précédentes, elle a reconnu la silhouette de son père avec la casquette de marin, et autant cette fois-ci, elle va reconnaître la voix qui dit très simplement: pour retrouver ta sœur, il te suffit de t'adresser du côté de la ville de Massy. Massy, en région parisienne. En région parisienne. Et le fantôme disparaît. Je dois vous dire qu'il ne reviendra plus. Ah oui, dernière fois. Il ne reviendra plus. Alors, Massy, c'est tout simple. Comme je vous l'ai expliqué, Monique faisait les préfectures, les grands hôpitaux par ordre alphabétique. Vaste programme. Ouais. Voilà, département par département. Et là, c'est 91. Alors. Oui, elle n'en était pas encore au département de la région parisienne. Ah ouais. Elle en était, m'a-t-elle dit, au 58. Ah oui, d'accord. Donc, il lui restait un bout de chemin. Ouais, mais là, évidemment, pour elle, c'est un nouveau bouleversement intérieur. Il y en a déjà eu beaucoup. D'abord l'apparition, puis de ses recherches. Parce que là, son père, qui lui a dit « je t'aiderai », lui donne une piste. Ah oui. Ce n'est plus une aide par une présence fantomatique, c'est véritablement une piste. Et là, Monique va se coucher et me dit-elle, elle dort bien. Mais le lendemain, c'est une autre paire de manches. Les bureaux de l'état civil de la ville de Massy
ne sont pas ouverts depuis 1 minute que le téléphone sonne et c'est Monique. Et là, jackpot, bingo, tout ce que vous voudrez. Quelques minutes de recherche, des feuilles de registre qu'on tourne. Et oui, madame, il y a bien une certaine Anne-Marie M, je ne donne que l'initiale du nom de jeune fille, qui s'est mariée à la mairie de Massy. Elle a divorcé en 1968. Elle s'est remariée en 1971. Et voilà son nouveau nom d'épouse. Oh, c'est fou, ça. Eh bien, croyez-vous, Monique ne s'est pas, cette fois-là, précipitée sur le Minitel. Ah oui, pourquoi ? Finalement, elle n'avait plus envie ? Si, elle a dit, j'attends la lettre de confirmation. Ah oui, je ne crois que ce que je vois. Voilà. Vous imaginez l'état d'esprit. J'imaginais ce qu'avait vécu cette femme. Bah oui. Elle reçoit la lettre de confirmation et là, elle rallume son Minitel et elle trouve l'adresse de sa sœur. Elle trouve le nom de son second époux. Elle appelle. Bonjour monsieur, elle m'a expliqué, j'ai attendu l'heure du repas du soir encore pour être sûr de trouver quelqu'un au bout du fil. Bonjour monsieur, est-ce que votre épouse se prénomme Anne-Marie ? Oui, je suis sa sœur, nous ne nous sommes pas vus depuis plus de 40 ans. C'est dingue. Et donc il a été surpris forcément. Ah oui, il a été surpris. Oui, Anne-Marie m'a bien dit qu'elle avait une sœur, elle m'a parlé des ruptures avec sa famille. Et donc, bon, peut-être Monique aurait retrouvé sa sœur, on ne sait jamais, en arrivant au département 91. Sauf qu'il aurait fallu connaître le nom de son époux. Mais elle a connu, elle l'a trouvé, sa sœur, parce qu'elle a demandé le nom de jeune fille et elle s'est adressée au service des mariages. Oui, c'est ça. Bon, elle aurait pu, comme ça, arriver au département 91 et méthodiquement, etc., trouver sa sœur. Mais enfin, il s'est passé quand même quelque chose. Elle en a été au département 58. Elle n'a pas fini le département 58 pour en arriver au 59. Elle a sauté directement à Massy dans le 91 parce que le fantôme de son père le lui avait dit. Et comme vous le disiez, le fantôme ne s'est plus jamais manifesté. Il ne s'est plus jamais manifesté. Alors, ceci dit, Frédéric, il nous reste des questions. Est-ce que c'était vraiment un fantôme ? Et on va essayer de répondre à cette question, évidemment. Dans un instant, sur Sud Radio, grâce à vous, Yves. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère, sur Sud Radio. Dernière ligne droite de l'histoire que vous nous racontez aujourd'hui sur Sud Radio, Yves Lignon, avec Monique qui donc a retrouvé sa sœur Anne-Marie 40 ans plus tard, avec l'aide, le soutien de son père qui est revenu, tel un fantôme, lui souffler le département où elle pouvait la retrouver. Et entre-temps, évidemment, sa sœur avait changé de nom. Et donc, c'est vraiment un cas tout à fait étonnant. Que faut-il penser de cette histoire ? Alors d'abord que Monique a pu retrouver sa sœur parce que elle s'est adressée à la mairie de la ville de Massy. Et Monique n'a pas pu tomber sur Massy par hasard. Il y a 36 500 communes en France. Bon, alors on peut faire, c'était ce à quoi se livrait Monique, une prospection méthodique par ordre alphabétique. Mais se dire un soir brusquement, je cesse de suivre l'ordre alphabétique, demain je téléphone à Massy, pourquoi Massy et pas ailleurs ? Là, c'est pas crédible. Pourquoi Massy et pas Sambaldur-sur-Mou ou Clocher-les-Bécasses ? Bon, donc, ça ne peut pas être par hasard. Donc là, nous parlons véritablement de parapsychologie. Monique a eu dans sa tête l'idée, il faut aller se renseigner à Massy et pas ailleurs. Parce que ça aurait pu se manifester, certaines personnes ont des flashs parfois, visualisent des numéros. En l'occurrence, ce n'est pas ce qui s'est passé, puisqu'elle a vu quelqu'un lui souffler la réponse. Voilà, elle raconte avoir vu le fantôme de son père lui souffler la réponse. Mais est-ce que ce fantôme est bien réel
ou en tant que fantôme. Ou bien est-ce qu'il a un côté imaginaire? Est-ce qu'il ne sert, si j'ose dire, que d'empaquetage à un phénomène de voyance qui aurait été vécu par Monique? Ça, je n'en sais rien. Et j'avoue qu'on ne peut pas trancher. Ce qu'on constate, c'est que du jour au lendemain, Monique a disposé de l'information dont elle avait besoin. Ça n'est pas le hasard. Est-ce qu'elle a trouvé cette information, ce nom de la ville de Massy, à la suite d'un flash de voyance qu'elle a vécu elle-même comme étant l'apparition d'un fantôme? Vous me suivez, Frédéric? Vous n'êtes pas perdu? Tout à fait. Non. Un flash de voyance qu'elle prend pour l'apparition d'un fantôme, pourquoi pas? Mais là, je ne vais pas me prononcer. C'est peut-être à la conscience de chacun de le dire. Monique vivait avec la promesse de son père. Oui, qui a dit je t'aiderai une fois que je serai mort. Je t'aiderai après ma mort. Certains l'interpréteront en disant effectivement, après la mort, il se passe quelque chose et le papa est bien revenu. D'autres diront, ce n'est qu'un flash de voyance, mais raconté sous forme d'une histoire de fantôme. Il y en a même qui diront que Monique est tombée sur Massy par hasard. Bon, alors ceux-là, je leur conseille d'aller jouer au tiercé, ils ne sont pas prêts de gagner. Hein. Voilà, c'est ça. S'ils croient que le hasard fait bien les choses. Voilà. Alors, nous ne conclurons pas. Il y a là de la parapsychologie, mais est-ce qu'il y a un fantôme? Je ne le sais pas. Et puis, Monique, maintenant, était retrouver sa sœur, tout le monde était bien, donc on parlait des parents, et on ne se souvenait que des bons moments, bien sûr. Et ce que demande Anne-Marie, la sœur aînée, c'est amène-moi, Monique, à la tombe de mes parents. Et donc, elles y vont se recueillir sur la tombe. Le soir, les deux sœurs rentrent chacune chez elles. Et là, pour la dernière fois, Monique va vivre une manifestation parapsychologique. Le guéridon refrappe les 3 coups. Ah oui. Comme Monique, quelques heures après que Monique ait quitté sa sœur. 3 coups espacés, oui, comme précédemment. Mais il n'y a pas d'apparition. Il y a une pensée qui traverse la tête de Monique, et c'est la dernière fois qu'elle vivra quelque chose d'extraordinaire. Et cette pensée, eh bien, dit, elle est très forte. Ça a l'air de venir de son père. La prochaine fois que tu retourneras sur ma tombe, tu verras quelque chose qui te fera plaisir. Bon, Monique prend ça comme ça. De toute façon, la tombe est à Nantes, il n'est pas question d'y aller tous les jours. Mais une autre visite des deux sœurs est prévue. Par ailleurs, Monique, peut-être parce qu'elle est restée célibataire, non pas qu'elle n'ait jamais eu de compagnon, mais enfin, bon, elle a eu une vie de solitaire. Monique a collectionné les objets en forme de cœur. Toutes sortes d'objets en forme de cœur, vous voyez, des petites bourses, des petites boîtes à pilules. Eh bien, quand avec sa sœur Anne-Marie, elles sont retournées sur la tombe de leurs parents, il y avait là, au milieu du gravier, venant peut-être de n'importe où, allez savoir Frédéric, un caillou en forme de cœur. Un cœur parfait, bien lisse, bien travaillé. Et ce cœur, si j'ose dire, sautait aux yeux, parce qu'il tranchait terriblement. D'abord, avec toujours mes questions minutieuses dont je parlais tout à l'heure, j'ai dit à Monique à peu près quelle dimension dans la longueur, le cœur. Rose pâle, non. Elle m'avait déjà dit qu'il était blanc, comme le gravier. Ah, d'accord. Bon, elle m'a dit entre 5 et 10 cm. Donc on le voyait bien sur le gravier, là. D'où venait-il? Bon, Monique a pensé, une fois de plus, que c'était un signe de son père. Mais ça, les choix de conscience, nous, les scientifiques, nous les laissons à chacune et à chacun.
L'histoire de Monique et la réconciliation d'outre-tombe dont on a profité et qui nous a vraiment passionnés encore aujourd'hui. Merci beaucoup Yves, on retrouve cette histoire et vous qui nous écoutez, si vous avez pris l'histoire en cours, vous la retrouvez sur sudradio.fr, de même que vous retrouvez l'ensemble des émissions des Clés du Mystère en podcast bien sûr. Yves, merci, nous serons là dimanche prochain bien sûr, à quelques heures des vacances. Extraterrestre au programme. Très bien, bonne semaine, à dimanche.